Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouveau rendez-vous de votre émission Le Point. Le Point est cette tribune consacrée aux journalistes et aux analystes politiques pour survoler de manière générale l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Et comme d'habitude, mesdames et messieurs, nous resterons fidèles à notre principe qui est celui de recevoir des invités sur ce plateau avec qui nous allons passer 1 heure de temps, histoire de passer au peigne fin les sujets qui ont retenu l'attention cette semaine. Pour nous accompagner, mesdames et messieurs, dans ce périple, nous recevons sur ce plateau Credo Tété, journaliste et directeur de publication du journal Le Médian. Credo, bonsoir. Bonsoir Daniel et merci pour cette opportunité. Je vous en prie. Également sur ce plateau, Justin Anani, journaliste et analyste politique. Justin, bonsoir. Daniel, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs pour cette opportunité également. Et voilà. Nous allons, mesdames et messieurs, sans transition, avancer avec le tout premier sujet qui va retenir notre attention. Il s'agit de cette démolition annoncée par les services du cadastre, une démolition qui prend en compte le tronçon Colombe de la Paix aéroport. Suite à cette annonce, un collectif des riverains s'est mis en place pour dénoncer cet état des choses. On va suivre le reportage. Tout juste après, on revient pour les analyses. Dans sa conclusion, dit c'est pourquoi par la présente, le requérant met formellement en demeure les requis dans un délai de 8 jours, à compter de la date de la signification du présent exploit, c'est-à-dire à compter du 28 août, dans un délai de 8 jours, de libérer l'emprise de cette voie express en enlevant les constructions qu'ils y ont érigées. Que faute par les requis, de s'exécuter volontairement dans un délai de 8 jours, le requérant procédera purement et simplement à la démolition de toutes les constructions dont il s'agit. Voici le contenu de la mise en demeure qui condamne à la casse 48 foyers sur le tronçon Colombe de la Paix aéroport. Une mise en demeure reçue le 28 août et qui donne 8 jours aux concernés pour libérer des maisons et des immeubles qu'ils occupent pour certains depuis plusieurs décennies. Pour cause, le gouvernement prévoit l'élargissement de 8 mètres du boulevard de la Paix. Une situation que dénoncent les riverains qui estiment que la procédure est viciée. La mise en demeure comporte des incongruités. Donc sur ce, nous avons constitué un collège d'avocats qui est en train de faire le travail. Mais nous avons jugé bon également d'en parler à la presse afin que notre voix puisse porter et que les premières autorités de ce pays sachent que les populations riveraines qui sont sur ce tronçon suscité possèdent des titres fonciers en bonne et due forme et que ce ne sont pas des occupations illégales de la voie publique comme certains l'ont fait dans leur rapport, et que la procédure même est viciée. La direction du cadastre n'a pas fait les démarches idoines. Les populations sont en désarroi et appellent à la clémence du chef de l'État. Nous ne savons à quel sang nous vouer. On dit qu'on va détruire nos maisons. Sommes-nous aussi des Togolais? Le président fort est notre dirigeant. Nous attendons de lui qu'il trouve une solution à notre problème. Rappelons que les actions des avocats des riverains a permis d'obtenir une ordonnance de sursis à exécution. Vivement que les discussions s'engagent pour qu'une solution soit trouvée à cette situation. Voilà, retour sur ce plateau, chers invités. Vous venez de suivre le reportage qui dresse de manière générale un peu la situation sur cette démolition annoncée sur le tronçon Colombe de la Paix aéroport. Credo Tété, ça c'est le cri de cœur des populations. On vient de vous voir ce reportage. De quoi s'agit-il concrètement ? Non, c'est dire que dans le cadre de la politique d'aménagement de réseau routier du Togo, le gouvernement a entrepris un certain nombre de travaux. Et les travaux que nous encourageons, si ça peut contribuer au développement du pays, pourquoi pas. Voilà. Mais le hic, c'est qu'il y a des procédures qui sont discourtoises, des procédures qui ne sont pas bien ficelées. Et c'est le cas d'espèce sur le tronçon Colombe de la Paix aéroport, où le 8 et le 28 août dernier, les riverains ont reçu environ au total 48 foyers ciblés par acte d'huissier de maître Berti T.Pli avec une sommation de casser leur maison dans 8 jours sous peine de voir leur maison cassée dès le 8e jour avec charge de participer aux frais de casse et autres. Donc là, les populations riveraines qui ont
qui possèdent des titres fonciers en bonne et due forme se sont constitués en un petit collectif aidé par un collège d'avocats pour se faire entendre. Se faisaient faire entendre des premières autorités du pays parce que la direction des affaires domaniales cadastrales du Togo n'a pas fait le travail comme cela se doit. Parce qu'ils sont dans une situation d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et les riverains ne s'opposent pas à ce qu'on procède à l'élargissement de la voie. Parce que si tu vois sur les titres fonciers, même de 57, les titres fonciers qui datent de 1970 et les titres fonciers, le récent qu'on a eu dans le recensement des titres fonciers des populations riveraines, ça date de 2006 avec une prévision de 20 mètres. Donc là, on est étonné que dans l'acte, dans l'exploit du CIE, on nous parle de l'élargissement et qu'au niveau de la direction des domaines et puis du cadastre, qu'on parle de ce que les populations riveraines sont sous l'emprise de la voie publique. Donc autrement dit, c'est les gens qui ont construit sur la voie publique et autres là, alors que ce n'est pas le cas d'espèce. Donc, dans nos recoupements, nous avons décelé que c'est du mauvais boulot qu'ils sont en train de faire et qu'à leur supérieur et hiérarchique, ils auraient même dit que les maisons qui sont là-bas, les bâtiments n'ont pas de titre foncier. Donc là, c'est là où se trouve le problème. Mais comme eux, ils ne savent pas qu'on doit faire les choses par rapport à des tests de loi, nous sommes dit, nous allons fonctionner avec la loi. Donc c'est pourquoi nous avons pris les avocats qui ont réussi hier, disons le jeudi dernier, à avoir une ordonnance de sursis à exécution du président du tribunal qui a également eu l'intelligence d'esprit de commettre des experts en bâtiments et travaux publics pour essayer de voir, de déterminer les contenances concernés dans chaque immeuble et surtout de faire l'évaluation des valeurs de ces propriétaires en vue d'une possible indemnisation. Donc voilà un peu. Mais tu permets que je dise qu'au niveau de la direction du cadastre et des affaires domaniales, ils étaient fermés, mais c'est seulement le vendredi dernier que j'en débattais avec le chef des travaux généraux, M. Dotievi, qui a insulté l'intelligence du Togolais pour dire que les Togolais construisent notamment. Et il prétend qu'un titre foncier n'est pas opposable au plan général. Mais le plan général tient compte de titre foncier. Donc là, il insinue que nous ne sommes pas dans un cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc voilà des incongruités qu'ils essaient d'alimenter, mais ils le font, c'est le pays qu'ils sont en train de salir. Voilà, Justin Anani, en tant que journaliste, vous suivez de près cette situation. Quelle est votre analyse, même de manière générale, sur ce sujet? Non, d'emblée, lorsque vous lisez, par exemple, l'espoir envoyé par l'huissier, donc il y a certainement des éléments qui, en réalité, ne collent pas. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, ce document-là, dans un premier temps, on avance la thèse selon laquelle l'État veut élargir la voie. Et la première question qui est fondamentale qu'il fallait se poser, c'est de savoir, au début, la voie était sur quelle dimension? Au sens de la largeur, bien sûr. Donc lorsque vous visez le document et vous visez également le plan général, la voie était sur 20 mètres. Maintenant, il y a une volonté d'élargir la voie. Et donc, s'il y a une volonté maintenant d'élargir cette voie, ça voudrait dire que c'est l'État maintenant qui va créer de préjudice à ces riverains-là. Maintenant, il revient à l'État de dédommager, de prendre des mesures à l'endroit de ces riverains-là avant de commencer les travaux. Mais lorsque vous analysez la situation dans le cas d'espèce, c'est pas ce qui se dit. On prétend que les riverains ont occupé la voie publique et par conséquent, il faut les dégager pour élargir la voie. Alors qu'on parle au même moment de l'élargissement de la voie et on parle également de l'emprise des riverains. Donc il y a tellement de contradictions, même sur l'espoir que l'huissier a envoyé. Donc lorsque vous analysez ces éléments-là, vous allez vous rendre compte que quelque part, on sent une volonté de ne pas dédommager les gens avant que les travaux ne soient quand même évolués. Mais je pense qu'avec tout ce que nous avons connu, et dans ce dossier, avec les pieds et des mains, et effectués par les avocats dans ce dossier, je pense que maintenant, tout semble croire qu'on est sur la bonne voie, à ce que avant le début ou avant même la poursuite des travaux, que les riverains soient dédommagés. Ça, c'est la première analyse. Mais la deuxième analyse, moi, je me pose énormément beaucoup de questions. Parce que lorsque vous voyagez, que ce soit en Afrique ou dans les pays occidentaux, il y a toujours ce qu'on appelle la vieille ville. Parce que moi, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on sent une volonté de détruire tout ce qui est peut-être ancienne ville, et parce qu'on veut ériger la voie, et on casse des maisons. C'est là où moi je comprends pas, je me pose beaucoup de questions, parce que l'histoire, il faut forcément une ville qui témoigne
de l'histoire, du passé. Et je pense que c'est sur la base de ces éléments-là qu'il faut également... Vous allez à Dakar, vous allez voir la vieille ville. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On estime qu'à un moment donné, c'est parce que la population a énormément augmenté. On ne peut pas la voir, on ne peut pas l'emprunter aller-retour. On l'emprunte en sens unique. Donc, on fait la déviation sur l'autre voie. C'est comme ça se fait un peu partout. Voilà. Même à Cotonou, ici, même au Cameroun, c'est comme ça se fait. Mais on sent une volonté, chaque fois on nous dit, bon, on veut élargir, on casse les maisons, on détruit. Ça fait que lorsque vous voyagez, vous revenez au pays, peut-être après 2 ans ou 5 ans, vous n'allez même pas plus vous retrouver parce qu'il n'y a plus la vieille ville. Voilà. Maintenant, peut-être pour terminer, je dis que lorsque vous évaluez à peu près les bâtisses qui sont érigées sur cette voie-là, de la part de la colombe de la paix, que ce soit l'hôtel Saint-Thomas, que ce soit comment on appelle, une école anglaise là, voilà. Et voire même Saint-Jo, et Wikao, BTC, ainsi de suite. Mais si on fait l'évaluation aujourd'hui, parce qu'on vit dans un pays, on estime qu'on n'a pas les moyens, je pense que ça va coûter à l'État. Donc c'est là où je dis qu'en bon intelligent, il va falloir revoir la chaussée, voir dans quelle mesure on peut peut-être on peut aménager cette voie-là à ce que les dommages ne soient pas quand même créés au niveau des riverains qu'au niveau également de l'État. Voilà, ça va coûter beaucoup de dommages à l'État, comme vous le dites tantôt, mais si l'État, en parenthèse, n'est pas prêt à dédommager ces riverains. Oui, non, si le débat est posé ainsi, c'est parce que les gardes de la direction des affaires domaniales n'ont pas fait leur travail. Voilà. Et leur travail, parce que le vendredi dernier, j'en discutais sur une radio avec M. Doutievi, qui est le chef des travaux généraux là-bas. Voilà. Donc, il a dit que depuis 1970, depuis le 10 octobre 1970, il y a un arrêté numéro 003 qui a installé la dimension, la largeur à 28 mètres. Voilà. À 28 mètres. Donc, depuis 1970, la voie là est sacrifiée comme une voie de 28 mètres. Alors que depuis les années 1950, c'était 20 mètres. Je vais juste montrer l'année 70 dont il parle. Donc, nous avons un titre foncier de 1970 voilà. Et là, la voie, c'est à 20 mètres. Donc, voilà. 1970 dont il parle. Voilà. Donc, c'est que les gens parlent pour parler et les gens tentent de se défendre malencontreusement. Je prends un titre foncier qu'ils ont fait à leur niveau aussi, qui date de 2006. Et de 2006, tu vois, la voie, c'est toujours 20 mètres. Donc, qui est en train de mentir? Soit c'est M. Doutievi qui ment au nom des autorités du Togo, ou bien soit c'est M. Doutievi qui ne connaît pas ce qu'il fait comme boulot. Voilà. Donc, en gros, c'est pour dire que c'est la direction des affaires domaniales et cadastrales ne sait pas ce qu'il veut faire, parce qu'on a eu comme l'impression qu'il voulait faire du forcing, sacrifier des populations juste pour rien, voilà. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire la procédure comme cela se doit. Voilà. Parce que dans le cas d'espèces d'expropriation pour cause d'utilité publique, il y a toujours des étapes à franchir. Donc on doit aller vers les gens. Après le métrage, même avant le métrage, on doit aller sensibiliser les gens. Voilà. Mais ils sont venus 2 fois sur le terrain. En un an, pratiquement 2 fois sur le terrain. Et la dernière fois remonte seulement il y a 72 heures. Voilà. Où ils sont venus faire les tracés manuellement. Donc la première fois, au moins, ils étaient venus avec les appareils appropriés. Donc on se demande, est-ce qu'ils ne vont pas venir une 3e fois avec les pieds maintenant pour faire le travail du moment où la main ne les intéresse pas. Voilà. Et le X, c'est quoi? Lorsqu'ils ont fait le tracé, le métrage, la première fois, donc entre la première fois et la deuxième fois, le métrage, il y a un grand écart. Je prends pour le bâtiment de TMB, de Togo Métal et Bois. La première fois, ils étaient venus, donc ils ont dit qu'ils vont casser sur 4 mètres ce bâtiment-là. Mais la seconde fois, ils disent qu'ils vont casser au maxi 2 mètres, pour ne pas dire dans les 1,60 m. Et si nous prenons l'hôtel Saint-Thomas qui est en face de TMB, dans la première tracée, c'était 3,20 mètres. Et là, ce qu'ils ont pu négocier ou bien gagner au niveau de TMB, donc ils ont reporté ça sur un hôtel et autres là. Donc c'est dire que, mais on se demande, est-ce qu'il n'y a pas de poids de mesure? Est-ce que les agents des services du domaine du cadastre ne monnaient pas leur travail et autres là? Donc c'est cela qui révolte. Et là, ce qui inquiète, c'est qu'on fait tout cela au nom de l'État togolais, au nom des citoyens togolais. Voilà. Jusqu'à ce que le sieur Doutievi, en question, insulte les Togolais pour dire que les Togolais n'obtiennent pas de permis de construire et que les Togolais ne font que construire leur maison nuitamment. Ça, c'est une insulte à l'intelligence de tous les Togolais. Voilà. Justin? Oui, non, c'est sur la base de cet élément-là, parce que lorsque vous allez sur le terrain, vous analysez, vous allez vous rendre compte également que il y a certains qui, pratiquement, si on arrive à démolir les maisons, ne vont rien du tout, ne vont rien
trouver comme peut-être pièce ou comme peut-être maison. Mais il y en a d'autres qui en réalité ils ne seront même pas touchés sur le tronçon. C'est là où on s'est posé normalement des questions si quelque part il n'y a pas eu arrangement. Parce que lorsque vous analysez d'un côté ou comme de l'autre, que ce soit à gauche ou à droite, vous allez vous rendre compte que quelque part il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mais dans tous les cas, moi je dis que il va falloir qu'on revienne à de meilleurs sentiments, parce que ceux-là qui sont les premiers responsables au niveau de la direction cadastrale et autres là, ils doivent revenir à de meilleurs sentiments pour essayer de cadrer les choses. Parce que, je le dis, si vous voulez maintenant démolir, vous voulez casser les maisons, ceux qui n'ont pas construit sur l'emprise de la voie publique, il revient à vous maintenant de prendre les dispositions pour que cela soit correctement négocié. Voilà, mais ce nouveau problème relance la question même du foncier au Togo, parce que c'est notre chapitre à problème. On a assisté il y a quelques mois de cela à la destruction des maisons, par exemple dans les domaines. Ça, c'est un problème, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que pour avoir un titre foncier, il faut forcément débourser des sous. C'est un problème récurrent. Oui, c'est un problème récurrent. Et disons, la preuve nous est donnée par M. Dotiavi dont je parlais, parce que lorsqu'on lui demandait pourquoi est-ce que les services du domaine du cadastre ne vont pas sur le terrain, donc il a dit éhontément que les services ne peuvent pas se promener. Mais comment est-ce qu'on peut être au domaine, comment est-ce qu'on peut être au cadastre et puis ne pas descendre sur le terrain et puis vérifier les choses avant d'accorder les signatures. Donc c'est dire qu'il y a un problème foncier au Togo. Dans cette affaire, moi j'ai appelé celui qui s'occupe de la conservation foncière. Lorsque j'ai sonné le sujet avec lui, donc il s'est déversé, il m'a dirigé même vers le directeur des affaires domaniales cadastrales, M. Abi, en question. M. Abi qui était vraiment introuvable, injoignable, jusqu'au jeudi dernier après la conférence de presse où il a reçu une délégation des riverains. Et là, il était encore dans sa logique comme si il peut outrepasser la loi de la République parce que lui, il veut casser, lui, il veut justifier quelque chose que nous ne savons pas. Donc, c'est dire qu'on fait des choses au nom de l'État togolais, on fait des choses au nom du gouvernement togolais, on fait des choses au nom du chef de l'État, mais ce ne sont pas toujours de faux rapports. Mais parce que ils n'ont pas peut-être reçu des ordres ailleurs? C'est pas trop facile de dire qu'ils font des choses au nom du gouvernement? Non, ce sont les techniciens. Donc, les techniciens doivent faire leur travail pour essayer de donner à leurs supérieurs. Imaginez que même au niveau du ministre de l'économie et des finances, l'argument qui lui a été servi, si le ministre est honnête pour dire la vérité au peuple togolais, c'est que les maisons là n'ont même pas de titre foncier. Donc là, lorsqu'on dit qu'une maison n'a pas de titre foncier, donc on peut lui prêter toutes les intentions. Mais quand les riverains ont fait la conférence de presse le jeudi dernier, ont montré les titres fonciers, donc cet argument est balayé. Donc on parle maintenant d'emprise et on veut aller au plan général. Donc c'est dire que en fait, le nœud du problème, c'est que les gens ne font pas de bons comptes rendus à leurs supérieurs et préalablement, les gens ne maîtrisent pas ce que c'est que leur boulot. Ils font du mauvais boulot et ils veulent user de la force publique pour brimer les pauvres populations. Voilà c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Non, j'aimerais quand même ajouter, vous dire tout simplement que par rapport à ce problème foncier qui est tellement récurrent dans le pays, j'ose croire que c'est la direction, l'administration cadastrale et domaniale qui n'arrive pas à faire correctement son boulot et qui ne facilite pas la tâche au ministère du plan. Parce que la plupart du temps, il y a quand même un plan. Dans un domaine donné, il y a un plan qui est visé. Et je pense que c'est en fonction de cela qu'on doit quand même établir des titres fonciers. Maintenant, si on fait des arrangements, on se retrouve avec deux titres fonciers pour le même terrain, avec des histoires comme ça, et que c'est validé par les premiers responsables de cette direction-là, moi je pense que c'est là qu'il y a problème. Donc il revient maintenant de retourner peut-être au niveau de cette administration pour essayer de cadrer les choses, parce que j'ose croire, parce qu'en écoutant M. De Savi, je crois, le vendredi dernier, et de Thiavier, autant pour moi, le vendredi dernier, mais je me suis énormément posé beaucoup de questions, il s'est tellement ridiculisé. Parce que c'est comme si vous allez vous poser des questions, est-ce qu'il maîtrise même son domaine? Quand il avance que les techniciens ne peuvent pas descendre sur le terrain pour aller toucher du doigt les réalités, c'est là où moi je me pose énormément de questions. Mais il y a tellement du boulot à faire dans ce domaine-là pour essayer de cadrer les choses. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui que le débat est lancé, chacun à son niveau doit correctement jouer la partition, et surtout que la presse a pris ce problème-là aujourd'hui à bras le corps, donc il revient aux premiers décideurs
pourquoi pas le chef de l'État de s'inviter dans le dossier pour essayer de voir clair. C'est là moi je propose même que les riverains, le collectif des riverains peuvent se constituer pour aller voir le chef de l'État pour lui expliquer le problème, lui poser le vrai problème sur le terrain, comme ça il va comprendre des dispositions à prendre avant que les maisons ne soient démolies. Voilà, on va espérer qu'une solution favorable puisse être trouvée à ce problème, parce que cette zone abrite quand même des monuments célèbres. Nous avons le collège Saint-Joseph. Tout à fait. On ne peut pas démolir l'histoire de la ville. Je voudrais ajouter quelque chose. Si vous considérez la mise en demeure de l'huissier, donc c'est 48 foyers et immeubles. Mais le vendredi dernier, lorsque nous étions sur une radio pour ce débat, M. Dotievi, je rappelle qu'il est chef des travaux généraux à la direction des affaires domaniales et cadastrales, dit subitement que le collège Saint-Joseph qui est cité au numéro 5 sur la mise en demeure n'est plus dedans, et que l'Agora Senghor aussi qui est cité ne sont plus concernés. Donc c'est dire qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre, des choses qui se passent dans l'obscurité. Donc c'est que les gens ne maîtrisent pas leur boulot. Et lorsque nous lui avons posé la question, pourquoi est-ce que les gens là ne sont pas concernés, mais ils ont reçu donné un truc là, il dit non, qu'ils ont fait ça dans un cadre général. Donc si tu n'es pas malade, donc on va te faire des perfusions, donc c'est te tuer. Donc c'est que celui qui veut te faire des perfusions là, c'est un criminel. Donc le gars là ne doit plus rester à son poste, même le directeur. Donc on doit lever des gens, on doit soulever des gens de leur poste parce qu'ils ne font pas convenablement leur boulot. Et dire ça honteusement au nom de la direction des affaires domaniales et cadastrales, donc ça pose un problème administratif au Togo. Voilà, je vais vous proposer, chers invités, d'avancer dans le débat. Nous allons aborder notre aspect de l'actualité. Nous avons encore appris en semaine que les transitaires ont à nouveau crié leur ras-le-bol face à l'installation ou à l'implantation de la société Ségus au Togo. On va suivre ce reportage. Juste après, on reviendra, mesdames et messieurs, pour les analyses. Un an après son installation, la société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur Ségus Togo a procédé en juillet dernier à la mise en place de la phase terrestre du guichet unique. Cette phase, qui avait pour objectif de simplifier les procédures commerciales, est mal vue par les acteurs du domaine. Les transitaires ont donc observé ce mardi un sit-in devant la division des opérations douanières de l'Office togolais des recettes, avec à leur actif plusieurs revendications. Dans le 9 points de l'article 5 du chapitre 3 que l'État a conféré à l'Office togolais des recettes, il n'y a aucun point de 9 qui dit de renvoyer les transitaires. Au fait, les autorités nous ont fait savoir que cette société devrait venir pour assouplir nos peines. Mais nous constatons avec amertume que cette société est venue pour ralentir toutes les activités dans la plateforme. Ils ont dit le badge est à 50 000 francs, renouvelable en 6 mois et uniquement les agréés seulement et quelques agréés. C'est ça le problème. Donc c'est une façon de renvoyer les transitaires du pays, alors que ici c'est notre charte. Le syndicat libre des transitaires et des opérateurs économiques du Togo entend poursuivre leur mouvement d'ordre jusqu'à satisfaction de leurs revendications. La base a décidé qu'elle va poursuivre le mouvement jusqu'à nouvel ordre. Lorsque nous allons entendre ce qui s'est parti et Auteur aussi a annulé le port de Baye. Cela fait plusieurs mois déjà que perdure cette crise au port autonome de Lomé. Vivement qu'une solution soit trouvée. Voilà, retour sur ce plateau. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez l'émission Le Point et nous recevons pour le compte de ce numéro Credo TT, directeur de publication du journal Le Médium, et Justin Anani, journaliste et analyste politique. Nouveau mouvement encore au port autonome de Lomé et Credo TT. On suit de près ce dossier. C'est depuis l'implantation de la société Ségus au Togo, les transitaires ne cessent de crier leur ras-le-bol. Oui, et assure le secrétaire général du syndicat des transitaires, donc c'est vraiment triste, parce que si Ségus est là, normalement, avec promesse d'assouplir, d'alléger plutôt leur peine, et on vient en corser encore, donc on se demande où est-ce qu'on place la personne humaine togolaise au centre du développement. Voilà. Donc là, aller jusqu'à demander à un transitaire de payer un badge semestriel à 50 000 francs. Donc c'est semestriel et ce n'est même pas annuel. C'est semestriel à 50 000 francs. C'est pas mensuel, je crois, ils ont parlé. Non, c'est chaque 6 mois. Voilà. C'est chaque 6 mois, donc c'est semestriel. Donc, dans l'année,
Donc, ils auront dépensé 100 000 francs pour un simple badge. Mais le simple badge là, va leur donner quels avantages? Si ce n'est que de pouvoir circuler au niveau du port, d'entrer et puis de venir. Mais est-ce qu'il y a d'autres avantages? Mais est-ce que ce badge qui va être fait à 50 000 francs est un badge magique qui va faire le travail à la place des transitaires? Est-ce que ça va donner, disons, un surplus intellectuel à ces transitaires-là? Qu'est-ce qu'on met dans le badge pour que ça puisse coûter 50 000 francs? Donc là, je crois que ça, c'est de l'escroquerie. On ne peut pas penser, même si on nous dit que le badge sera magnétisé et autres là, mais il faut qu'on pense aux Togolais d'abord. Si vous allez vous prendre un service qui va vous revenir cher et que c'est le Togolais qui va en souffrir, pourquoi aller sur ce terrain? Donc là, et également, je crois que suite à leur mouvement, l'OTR, sinon le commissariat des douanes et droits directs de l'OTR, a renvoyé l'effectivité de ce port de badge là en janvier 2016. Donc là, mais il demeure d'actualité. Oui, non, ça c'est une annulation provisoire. C'est une annulation provisoire parce que les transitaires ne doivent pas dormir sur leur laurier. Donc ils doivent utiliser ça. Si on dit janvier, nous sommes au mois de septembre. Donc ils resteront bien. À peine 3 mois. Voilà. Et autres là, le débat va revenir. Mais qu'ils mettent ces 3 mois à profit pour essayer de se faire entendre aussi bien de l'OTR que des autorités du port. Voilà. Justin Nani? Oui, la situation est tellement dramatique parce que quand vous écoutez les transitaires s'exprimer la fois dernière au cours de ce mouvement de grève du courant de la semaine, vous allez vous rendre compte également que quelque part ça n'allait pas. Parce que d'abord, lorsque vous prenez par exemple Ségus, dont on parle de guichet unique, parce que c'est ce qui a été avancé, lorsque vous interrogez les transitaires un à un, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce service n'arrive pas à apporter grand-chose. Plutôt, ce service traîne. Donc, les opérations... On nous a parlé de rapidité. Alors que malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le constat également qui est fait sur le terrain est qu'aujourd'hui, la plupart de ceux-là qui viennent donc, des pays interlandes n'arrivent plus à influer sur le port autonome de Lomé parce qu'on note un ralentissement des activités, parce que ça ne va pas. Et ils estiment qu'avant même l'installation de Sécus, durant toute une journée, on peut effectuer une opération douanière faire sortir la marchandise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, le problème de badge qu'on a avancé, les transitaires ont déjà, chacun à son niveau, un badge pour le port autonome de Lomé. Maintenant, on a instauré ce badge-là parce que c'est en connivence avec les syndicats des transitaires, avec OTR, tout et tout, pour dire maintenant qu'avant d'aller effectuer une opération dans l'enceinte ou dans la direction de l'OTR, il faut forcément que le transitaire là arrive à avoir le badge qui est propre à son opération. La question de savoir, est-ce que, c'est de la bien dit, est-ce que c'est le badge qui va faire le travail ou ce sont les transitaires? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Ils ont également évoqué le problème de tonnage. Parce que d'habitude, ceux-là qui viennent du Mali, du Burkina et puis du Niger, ils aiment peut-être avoir plus de conteneurs dans un bateau que d'avoir peut-être moins de conteneurs et payer. Donc, c'est une question de coût. Et l'opération à ce niveau-là aussi n'arrive pas à apporter grand-chose. Alors qu'avant, ça marchait. Et dans les pays où ça marche, notamment les pays voisins, le Ghana et le Bénin, c'est là maintenant où se dirigent ces étrangers-là. Ça fait qu'au niveau du port de Lomé, donc les réformes qu'on veut apporter, en réalité, ces réformes n'arrivent pas à donner grand-chose. Et la question également de savoir, depuis que OTR est installé, on note que des jalons sont posés ici et là. Mais la question de savoir est-ce que OTR arrive à avoir les recettes nécessaires, parce que l'année dernière, on n'a pas cru entendre grand-chose de la part de l'OTR, alors que l'ancien système qui était installé, on dirait aujourd'hui que ce système-là... On avait des informations même sur les recettes. Voilà. Donc ça fait que c'est tout un flou kafkaïen là qu'on n'arrive pas peut-être à cerner, et qu'aujourd'hui, il va falloir quand même clarifier les choses. Et c'est le pourquoi d'ailleurs les transitaires exigent à ce que ce service de Ségus et autres, la guichet uni dont on parle au Bénin et au Ghana, c'est au niveau de ce guichet-là, vous rentrez, vous faites tout. Voilà. Et c'est là, d'où même le nom guichet unique. Mais malheureusement, avec Ségus aujourd'hui, c'est tout un problème. Vous ne pouvez même pas avoir de connexion de façon véritable pour savoir je sais pas, la position du bateau qui est chargé peut-être vous amener les marchandises, tout et tout. C'est tout un problème. Donc c'est à revoir. Voilà. Donc je dis que les 3 mois peut-être qu'on a donné comme un autre délai qui s'annonce pour
le mois de janvier, je pense qu'il va falloir que les différents syndicats puissent se retrouver au niveau du port pour voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution de façon définitive à ce problème-là. Voilà, il y a tellement de problèmes aujourd'hui, même dans ce port. C'est pas aujourd'hui que ce problème a commencé, parce qu'il y avait déjà des dissensions même internes au sein des transitaires, parce qu'il y a un groupe qui a rejoint peut-être le TER et l'autre est resté de l'autre côté. Et c'est vraiment difficile cette situation de continuer à travailler, je vous l'ai dit, dans ces conditions au port autonome de Lomé, avec ces textes qui ne cessent d'augmenter de jour en jour. Non, je dirais que c'est l'étalage des togolaiseries, parce que dans tout mouvement de réclamation, il y a toujours des brebis galeuses qui pensent que faire allégeance à ceux qui ont la force aujourd'hui ou bien aux directions serait beaucoup plus bénéfique, mais ils ne pensent pas à long terme. Ils ne pensent pas à long terme. Si on considère les dissensions au niveau même de ceux qui doivent réclamer leurs droits. Donc on se dit, l'expression des togolaiseries, ça s'étend de jour en jour. Mais il va falloir que les gens prennent conscience, parce que, comme dans l'affaire des propriétaires riverains, autres là, donc nous sentons déjà des étincelles aussi. Donc on a comme l'impression que des gens sont sortis, ou bien des gens font les couloirs pour que leur immeuble, ou bien leur maison, leur bâtiment soient épargnés, au détriment des autres et autres là. Donc c'est dire que les togolaiseries nous suivent toujours, mais nous devons pour une fois nous assumer, être responsables de nos actes. Voilà, Justin. Oui, non, sur cet élément, parce que vous allez également comprendre que il y a aujourd'hui une guerre entre les déclarants de douane et les transitaires, parce que d'abord, d'un camp, il y a les directeurs de maisons de transit, les agrégés, et qui sont constitués en société pour arriver à rassembler les 25 millions à qui on donne l'agrément. Et de l'autre, les déclarants en douane, ceux-là qui font les courses, qui font des pieds et des mains pour avoir les clients, pour demander la prestation de services de ces maisons agréées. Mais aujourd'hui, le problème se pose en ces termes que ceux-là qui sont les agréés sont maintenant aujourd'hui bénéficiaires, sont maintenant plus autorisés vis-à-vis de l'OTR que ceux-là qui ne sont pas agréés. C'est là où il y a tellement de guéguerres, et vous allez vous rendre compte que ceux-là qui ont les moyens ont regagné le camp de l'OTR aujourd'hui. Maintenant, c'est eux qui posent problème à ces déclarants en douane, peut-être les transitaires ambulants là, qui aujourd'hui, en réalité, qui font la plus grande partie même du boulot des opérations douanières au niveau du port autonome de Lomé. Donc, moi, je dis que nous sommes dans un pays où, bon, chaque jour que Dieu fait, ça ne manque pas. Cette politique de diviser pour régner, ça existe un peu partout. Ça fait que même au niveau des centrales syndicales, au niveau même des syndicats un peu partout, c'est tout un problème. Mais il va falloir quand même que l'homme arrive à avoir son sens le plus correct pour essayer d'évoluer dans le bon sens. Parce que on se pose aujourd'hui la question de savoir si le bon sens a quitté le Togo. Alors que les Togolais sont connus pour des gens responsables, intelligents, et qui arrivent à poser les jalons pour un développement. Parce qu'on ne peut pas parler de développement en écartant l'homme. Voilà. On ne peut pas insérer l'homme au centre du développement. C'est là où le problème se pose véritablement. Voilà. On va aborder à présent la dernière ligne droite de cette émission avec le volet politique. Actualité politique quasiment morte au Togo actuellement après le congrès de la CDP, un congrès qui s'annonce dans les prochains jours. Un congrès qui pourra peut-être apporter un nouveau souffle de vie à ce parti. Non, mais c'est ce que nous souhaitons à la CDPA, parce que la CDPA avec la direction de Brigitte Adiamabo, donc on a pu sentir la CDPA qui soit élitiste, et la CDPA a multiplié des gamineries sur le plan politique. La CDPA n'est pas arrivée à s'imposer. Donc je suis en train de faire un parallèle, une comparaison entre la CDPA avec le mandat de Ninevi et la CDPA avec Brigitte Adiamabo. Donc nous voyons, on a comme l'impression, ça c'est mon avis personnel, je l'assume, nous avons comme l'impression que la CDPA est devenue une aile marchande de l'ANC ou bien de CAP 2015. Donc la CDPA doit aussi avoir, disons, son autonomie. Et la CDPA, si on continue toujours pas à parler aujourd'hui de la CDPA, je dirais que c'est l'ANC qui lui donne cette quintessence-là, cette valeur. Parce qu'on en a vu, par exemple, pour les législatives et la présidentielle auxquelles elle a participé, et autres là, mais Brigitte Adiamabo, la CDPA ne vaut absolument rien aujourd'hui, ne vaut plus rien. Et Brigitte Adiamabo, même dans son fief, n'a pas eu le score. Donc peut-être qu'elle est plus habile, donc sachant que c'est l'ANC qui peut l'aider à encore parler de la CDPA, donc elle le fait. Mais il va falloir que les responsables, les membres de la CDPA puissent s'asseoir et voir où est le problème des dysfonctionnements au niveau de la CDPA. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive plus à percer sur le plan politique, à se faire entendre et autres là. Et je crois que c'est toujours bon de faire un congrès où on permet à tous
à toute la base de réfléchir pour donner un nouveau souffle au parti. Donc nous leur souhaitons un très bon congrès, mais qu'ils prennent des décisions courageuses. Voilà, vous avez la même lecture de la situation. La CDPA peut-être a multiplié des dégâts minéraux, a commis beaucoup d'erreurs. Bon, je ne le dirai pas comme Credo l'a dit, mais seulement j'analyse la situation. Ça dit que, comme un responsable de la CDPA l'a dit la fois dernière, lorsque le pouvoir d'État n'est pas mis en jeu dans un pays, c'est difficile pour un pays et un parti politique de s'imposer sur la scène de secouer un parti de l'opposition. Voilà. C'est là où vous allez vous rendre compte que les grandes formations politiques qu'on avait connues dans les années 90, aujourd'hui, la plupart de ces partis politiques-là sont complètement aujourd'hui inexistants, entre guillemets. Voilà. La CDPA, je dis que son discours n'a pas été peut-être n'a pas été bien compris, parce que lorsque le slogan de Tikbo, démocratie d'abord, multipartisme après, ce slogan qui est cher au professeur Ninevi, et je pense que c'est un bon slogan. Sauf que les acteurs politiques, à un moment donné, n'ont pas cerné le sens de ce slogan-là. Ça fait qu'on a noté la création de plusieurs partis politiques qui, en réalité, certains sont phagocytés, qui jouent le jeu du pouvoir, et qui, en réalité, qui se réclament de l'opposition, mais qui, en réalité, ne sont pas de l'opposition. Ça fait que c'est un foutu. Donc, ça a mélangé la situation politique. Ça fait que même la tenance politique dont on parle aujourd'hui n'est même pas d'actualité. Donc, c'est le pouvoir qui a su quand même jouer ce jeu. Il s'est glissé les pions, il s'est déplacé les pions. Ça fait que la CDPA d'antan aujourd'hui, la CDPA, entre guillemets, est inexistant. Maintenant, c'est parce qu'il y a les politiques. Ils savent jouer. Et ils ont compris qu'à un moment donné, on ne peut pas évoluer seul. Dans un premier temps, ils ont tenté à aller dans un groupe collectif Sauvons le Togo, mais qui, avec la tractation de Maître Agboyibo, qui dans le couloir n'a pas voulu que ça soit ainsi. Très rapidement, ils ont créé la coalition Arc-en-Ciel. Voilà. La coalition Arc-en-Ciel, ils se sont présentés aux dernières législatives, et ça n'a pas donné grand-chose. La CDPA n'a pas pu sortir avec un seul député. Bon, avec la situation, le regroupement des partis politiques de l'opposition, il faut faire un bloc, il faut faire ceci. La désignation d'un candidat unique de l'opposition pour la présidentielle, avec tout ce que cela a connu. Et au cours du conclave, la CDPA a compris que même si certains partis ont quitté la salle, il va falloir rester et arriver à avoir donc une situation d'ensemble donnée, donc dans la création du CAP 2015. Voilà. Donc la CDP a compris que au-delà de la situation qui est tellement difficile aujourd'hui, d'autant plus que le pouvoir d'État n'est pas mis en jeu au cours d'une élection crédible démocratique, il y a un pouvoir dictatorial qui est toujours là, qui est en place, et Faure est là, il ne veut pas céder, donc les problèmes de réforme sont toujours d'actualité. Bon, il va falloir maintenant jouer sur ce regroupement-là, et au-delà du regroupement, voir quels jalons maintenant poser à travers le congrès d'ailleurs qu'ils ont tenu, ils ont eu à tenir hier, le samedi, donc voir quels jalons maintenant poser, quelle stratégie adopter pour avoir ce que la tenance politique tant attendue soit quand même de mise. Credo TT. Oui, je voudrais intervenir sur un pan de l'intervention de mon grand frère Justin Anani. Il a tout dit, il a tout dit tout en faisant l'analyse là, c'est qu'aujourd'hui la CDPA n'a plus de constance. Et la CDPA a donné l'impression d'être devenue une prostituée politique. S'il a retracé le truc là, de la coalition Arc-en-Ciel jusqu'au CST et au CAP 2015, donc ça donne l'impression que la CDPA ne sait pas ce qu'elle veut faire. Peut-être c'est pas une question de conviction, parce que elle luttait au départ pour l'alternance, elle voulait cette alternance au Togo. Non, mais je crois que tous les partis politiques luttent pour l'alternance. Mais on accuse certains de ne pas vouloir l'alternance. Non, mais certes, on peut accuser, ça c'est le débat politique et autres là. Oui, mais les actes qu'ils posent, quand ils appellent par exemple, ces partis politiques appellent peut-être à voter pour un candidat, le chef de l'État au pouvoir, est-ce que c'est de l'opposition le chef, voilà. Non, j'en viendrai à ce côté parce que c'est un choix politique qu'ils vont assumer pendant toute leur carrière politique. Voilà. Toute cette carrière politique-là, donc ils doivent assumer ça. Mais c'est le cas qui nous intéresse, c'est le cas de la CDPA, de la coalition Arc-en-Ciel, avec les difficultés, avec le cas Maître Agboyibo, qui a, à un certain moment, voulu avoir le monopole sur la coalition Arc-en-Ciel. La CDPA qui n'a pas pu s'imposer. La CDPA qui est partie au CST. Mais la CDPA est partie au CST parce que la NCI était. Parce que la CDP à un certain moment n'avait plus d'idéologie, n'avait plus de stratégie politique, si ce n'est épouser celle de l'ANC. Celle de l'ANC. Voilà. Donc c'est là où nous parlons de prostituée politique, de quelqu'un qui n'a plus de constance en politique. Donc là, c'est pourquoi nous disons, nous espérons que le congrès qu'ils ont tenu, ils ont pris
de nouvelles résolutions. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on joue, ou bien lorsqu'on on est acteur de quelque chose, il faut avoir le courage là de s'arrêter, de faire un break, de réfléchir, comme Justin l'a dit. Mais ce que nous leur souhaitons, ce n'est pas cette mort lente que la CDPA est en train de connaître, mais que la CDPA renaît de ses cendres. Parce que la CDPA, des années 90, mais c'est comme un laboratoire d'intellectuels, voilà. Un laboratoire qui anticipait même sur les choses. Mais avec Brigitte Adiamago, mais on a vu que c'était beaucoup plus de la constitution politique. Ça, c'est le déjà sûr. Voilà. Oui, non, si ce volet-là, je dis, en parlant de l'idéologie politique, moi je dis que la CDPA a toujours son idéologie politique par rapport à la situation. Parce que lorsque vous abordez les premiers responsables de ce parti, discuter, vous comprendrez que la CDPA est toujours constante dans sa logique. Sauf que la CDPA, dans son analyse, la CDPA s'est rendu compte que le slogan de Tchekpo que certains ont boudé, n'ont pas accepté, ce slogan de démocratie d'abord, multipartisme après, ça n'a pas été compris et ça fait que ça a traîné les choses jusqu'à ce jour. Et il faut quand même se le rappeler, la CDPA n'a pas été créée dans les années 90. La CDPA a été un parti politique de l'opposition dans l'ombre qui a constitué le fait de lance de la jeunesse à l'époque. Ceux-là qui écrivaient contre le régime au niveau du campus du 50 CDPA, la CDPA était ça. Voilà. C'est là où je dis que la constante au niveau de la CDPA a compris que lorsque la population décide la masse est quelque part, la CDPA se dit, bon, si la masse est quelque part, il faut aller vers cette masse-là. Puisque après, c'est cette masse-là qui donne le pouvoir. C'est ça, en réalité, la politique. En matière de démocratie, c'est la force, c'est la loi de la majorité. Voilà. La CDPA, je me rappelle, je crois, c'est en 1998, où le professeur Ninevi a déposé sa candidature. Mais sentant l'ambiance électorale à l'époque, la CDP a désisté en demandant, appelant ses militants à voter pour M. Jékri Solipio. Voilà. Et les populations l'ont fait. Malheureusement, le pouvoir d'alors, qui est encore là aujourd'hui, requinqué, a refusé à ce que le pouvoir soit donné à M. Jékri Solipio. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'on vit dans un pays où la situation est tellement déterminée par rapport à ces messieurs qui sont aux affaires, qui jouent sur pratiquement les pions. Mais la constance, moi je crois que la CDP est constante dans sa logique, sauf qu'il faut essayer de revoir sa façon de faire. Aujourd'hui, il y a CAP 2015 évolue dans un ensemble de partis politiques. Mais chaque parti politique a également donc sa manière de faire ses activités, d'évoluer, de voir les choses. Je pense qu'à travers le congrès qu'ils ont tenu là, et ça va donner beaucoup de choses, que demain ou après-demain, on retrouvera la CDPA qu'on connaissait. Avec une nouvelle orientation. Tout à fait. Et il faut quand même le dire. Madame Brigitte Adiamago, avant, était la secrétaire générale par intérim. Maintenant que c'est confirmé, je pense que le boulot est lancé et je pense que la CDP va apporter sa contribution pour l'alternance politique tant souhaitée par l'ensemble des Togolais. Est-ce qu'il serait encore possible d'obtenir cette alternance au vu de la dernière élection présidentielle? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a même plus de parti politique de l'opposition. Non, d'une manière ou d'une autre, l'alternance politique viendra au Togo. Ça, il ne faut pas se le leurrer. Le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Nous sommes en politique. Tout peut se jouer à n'importe quel moment. Sauf que certains acteurs ont voulu peut-être aller sur le plan frontal. Ce qu'on ne souhaite pas. Vous voyez ce qui se passe en Burundi. Le pays est instable. Ça peut encore se passer à la fin de la dernière présidentielle, avec ce qu'on doit avoir connu. Voilà. Et c'est là où on dit même qu'aujourd'hui que le chef de l'État qui est là, Faure Gnassingbé, est un président de fait parce qu'il n'a pas gagné les élections avec la manière la plus éloquente. Donc, la CENI l'a proclamé vainqueur. Oui, au-delà de tout, on connaît le rôle que ces institutions jouent également. Donc, il ne faut pas se leurrer. Donc, d'une manière ou d'une autre, la tenance politique viendra au Togo. Voilà. Quelle que soit la durée, ça viendra. Et je pense que même si, moi qui suis ici, je n'ai pas eu le temps, peut-être, la chance de voir cette alternance, ni mes enfants et les enfants de Credo auront cette alternance-là. Voilà. C'est une évidence. Quelle était tes réactions? Oui, moi je partage sa réflexion parce que c'est une œuvre de l'esprit, donc on nul dans le monopole de la vérité et puis surtout de la connaissance. Mais je vais reprendre une phrase d'un ancien politique aujourd'hui en difficulté qui est membre de UNIR, M. Pascal Akousilelou Bodjona, qui a dit l'alternance ne se décrète pas. Donc il faut que les partis puissent travailler à la base, qu'ils puissent déjà
conquérir des choses au niveau local avant d'y aller. Parce qu'on ne peut pas dire alternance, on ne peut pas décréter l'alternance. Mais c'est un travail qu'on doit faire sur le terrain et aboutir à ça. Donc c'est ce que nous souhaitons, parce que comme il l'a dit là, donc on ne peut pas aller sur un front tout en décrétant cette alternance-là. On doit y travailler pour y arriver. Donc c'est ce que nous conseillons aux politiques. Mais tout en sachant que lorsque tu es sur un terrain de foot, quelqu'un qui a le ballon protège toujours son ballon. Effectivement. Voilà, c'est vraiment important. Et il y a une autre question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu. C'est le voyage à Milan de l'ex-premier ministre Agbéomé Kojio, qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives. La presse n'a pas été tendre avec lui. Est-ce qu'on devrait y aller comme ça? Bon, ça dépend. En politique, c'est un choix. Hein. La politique, c'est une question de choix. Monsieur Agbéomé Kojio, on ne le présente plus. Donc, il a été fabriqué par RPT. Et son parcours politique, tout le monde le sait. Donc, si aujourd'hui, à un moment donné, bon, il a décidé de regagner la maison, personne ne peut s'en obfusquer. Donc, il faut quand même dire que c'est un choix politique. Aujourd'hui, il a compris que, bon, il est avec les siens au niveau de l'opposition. Il n'arrive pas à s'attendre peut-être sur le minimum. Il a décidé de regagner, parce que moi je me rappelle encore de ces discours à Bodi, il faut pas ce Vitago avec quoi, et que Faure n'est pas président, il y a ceci. Mais si aujourd'hui il a compris que Faure peut diriger le pays, parce que quand il disait qu'il ne peut pas travailler pour le père, il travaille encore avec le fils, avec ces discours-là, c'est encore d'actualité. Maintenant, s'il a vite oublié et qu'il s'est rendu compte qu'il faut retourner à la maison, donc il est retourné à sa maison. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas dire quoi que ce soit sur ça. Oui, donc je voudrais faire un aveu. J'ai toujours du plaisir à discuter avec Justin Anani, parce qu'on fait un débat d'idées, ce n'est pas une affaire de muscles et autres là. Voilà. Mais je dirais quelque chose, ça c'est un adage qui va me permettre de parler du cas à Agbéomé Kojio, parce que j'étais à Milan dans la délégation du chef de l'État à Milan. J'ai vu Agbéomé Kojio qui a participé activement à la délégation. Mais je dirais qu'à un certain moment, je me suis demandé, est-ce que l'adage qui dit « seuls les imbéciles ne changent pas » n'est pas concrétisé. Agbéomé, on l'a connu avec Vitago, Agban Bodi et autres là. Mais si aujourd'hui, il a compris que en faisant la politique, ce n'est pas la manière de salir ou bien de haïr son pays qui est faire la politique, et Agbéomé faisait partie de la délégation. Les images l'ont révélé autres là. Mais il est en tout et pour tout un Togolais. Même s'il est politique, il a compris qu'à Milan, on ne parle pas de politique, mais on parle de l'essor du développement de l'agriculture. On vante le pays. Donc en tant que politicien, il a fait un choix qu'il doit assumer jusqu'au bout. Et le choix là, c'est qu'il l'a mesuré, parce que Agbéomé n'est pas quelqu'un qui fait les choses au hasard. Agbéomé Kojio pose toujours des actes. Et les propos là, certes, avec sa présence à Milan, les propos sont revenus, même des images où il escaladait les murs lorsque les marches du CST étaient maintenues en ordre et autres là. Donc, ce sont des images, moi ça m'a fait rire, mais je me suis dit que il a fait le choix d'y aller, il a certainement ses convictions. Mais n'oublions pas que Agbéomé est toujours le président du groupe francophone des hommes d'affaires. Donc peut-être qu'il est parti avec cette casquette-là et autres là. Et lorsqu'on l'a interrogé, lorsque nos confrères de l'agence Afripresse l'ont abordé, donc il a assumé ses responsabilités, il n'a pas nié, il est parti parce que c'est le Togo qui est en jeu. Est-ce qu'il ne fait pas partie aujourd'hui des hommes politiques qui se sont fait griller et en griffe, hein? Non, comment parler de griller? Comment parler de griller? Certes, non, j'ai parfaitement compris. Parce que Agbéomé hier ne serait plus Kojio d'aujourd'hui. Parce que Agbéomé le bouillant aux côtés du CST, avec les propos qu'il a tenus, ce n'est pas ce qu'on retrouve dans les actes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ne prêtons pas des intentions. C'est pas parce qu'à un certain moment, Agbéomé a vu que les manières, les pratiques au niveau du CAP 2015 ne lui convenaient plus, ou bien ce que Jean-Pierre Fabre ne lui convenait plus, qu'il en a parlé publiquement, donc qu'il fasse partie de cette délégation-là, qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui est comme un de nos confrères journalistes qu'on taquine affectueusement pour et contre. Oui, mais je vais poser cette question parce que on connaît le cas de l'UFC avec Gilles Olympio. Agbéomé aussi est peut-être entré. On peut dire de manière générale que le président Faure était un véritable stratège. Il élimine de manière stratégique. Vous savez, aucun peuple n'est dupe. Surtout lorsque le peuple est engagé pour une bonne cause. Le peuple sud-africain l'a fait pendant des décennies avant de sortir de cette histoire d'apartheid, même si c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et lorsque vous analysez la situation politique du Togo,
le peuple sait lire entre les lignes. Voilà. Et le peuple sait qui est qui aujourd'hui. Parce qu'au niveau des premiers responsables politiques, il y a une tendance à faire croire que si ce n'est pas moi, ça ne serait pas l'autre. Je suis plus grand, j'ai gouverné, j'ai été ceci, j'ai fait ceci, ma maman est ici, ceci, si ce n'est pas moi, non. J'ai apporté, j'ai fait ceci, c'est grâce à moi que la mission a été signée. Si je ne peux pas remplacer ceux-là qui sont les tenants du pouvoir aujourd'hui, ça ne serait pas l'autre. Et ça fait que chacun à son niveau a essayé de poser des pots de banane sur le chemin de l'autre. Ça fait que la tendance tant voulu pas. La majorité des Togolais aujourd'hui est toujours une question d'actualité. Maintenant, ceux qui ont travaillé du côté du pouvoir, et à un moment donné, mais aujourd'hui peut-être on parle du cas de M. Kodjo Agbeyobe, Gabriel. Mais rappelez-vous également du cas de M. Péré Daokou, qui en 2010 a rallié le camp de l'opposition et a contribué à la création du FRAC. Et qui a dit que ce qui se passe dans ce camp-là, c'est pas bien. Voilà. On ne peut plus cautionner ça. Et qu'il a même versé son sang parce qu'il a reçu de projectiles de gaz lacrymogène. Voilà. Et il a été blessé. Il a montré ça publiquement aux gens. Mais du jour au lendemain, ce monsieur il a rallié le camp à mes bagages. Et il a déposé même la candidature pour les législatives, pas au nom de son parti politique, mais au nom de UNIR. Vous analysez la situation, vous n'allez pas comprendre. Des gens qui ont quitté le camp pour dire, OK, on s'est rendu compte que la façon dont le pays est gouverné, c'est pas bien. On veut que ça change. On veut travailler dans une union pour apporter la tenance. Parce que le Togo est le seul pays aujourd'hui dans la sous-région qui n'a pas encore connu la tenance politique. Le régime, nous ne vivons plus dans une république, mais nous vivons dans une monarchie. Peut-être après le père, c'est le fils. Donc il va falloir qu'on travaille ensemble pour que ça change. Mais spontanément, ces gens-là, à un moment donné, on est à l'approche des élections. Ils disent, mais si ce n'est pas moi, ça ne serait pas l'autre. Et ils passent par tous les moyens peut-être pour empêcher même le leader le mieux placé de l'opposition pour réaliser la tenance là pacifiquement. Mais si aujourd'hui ces gens-là ont fait leur choix pour rallier le camp, malgré tout ce qu'ils ont dit hier, contre un monsieur du régime, et qu'ils ont rallié le camp du régime, moi je pense que c'est une question de choix. Sauf que le peuple qui n'a jamais été dupe, qui n'est même pas dupe, sait lire entre les lignes, et chacun au moment venu sera quand même, c'est pas la monnaie qu'il faut peut-être pour le récompenser. Credo? Non, je dirais que l'histoire nous rattrape toujours. Tout ce que nous posons comme acte nous rattrape et ça nous rattrapera toujours. Je ne sais pas si nous sommes dans la conclusion de l'émission. non, donc c'est pour dire que nous devons toujours mesurer nos actes lorsque, même en politique, c'est beaucoup plus en politique qu'on doit faire les calculs. Et c'est les calculs des politiciens là, comme l'a dit Justin, qui traînent cette alternance que certains voudraient de décréter. Voilà. La page de la présidentielle est déjà tournée, la dernière présidentielle est tournée. Il faut maintenant travailler, par exemple, à l'organisation, à la réussite particulièrement des locales. Mais pour le moment, c'est le statu quo. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ceux-là qui ont la manette de la décision, c'est ceux qui sont aux affaires. Parce que quand on parle des élections locales, parce que j'entends souvent nos confrères dans leur développement, ils disent que tel responsable de l'opposition n'a jamais gouverné, n'a pas fait ceci. Mais on ne peut pas donner une vie à une nation si les premiers acteurs qui sont aux affaires n'ont pas la volonté d'apprendre à la base, voilà. Les pas élémentaires en politique. La gestion. Les pas, merci beaucoup. Les pas élémentaires en politique, c'est quoi? Ce sont au niveau des élections locales. Mais depuis 1987, le Togo a organisé la dernière élection locale. Avec ce que le Togo a connu comme crise en 2004, 14 avril 2004, le Togo a signé les 22 engagements. Ce régime, bien sûr, a signé les 22 engagements avec l'Union européenne. Et lorsque vous lisez les 22 engagements, il est dit que lorsqu'on mettra en application ces engagements-là, qu'on organise les élections locales. Mais depuis, ça n'a pas été fait. L'accord politique global le 20 août 2006, on en parlait également des élections locales, on en parlait des réformes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais le pouvoir fait fi, le pouvoir ne veut pas organiser les élections locales. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Lorsqu'on met les préfets potentats, entre guillemets, là, on les manipule comme les marionnettes. Le pouvoir arrive à manipuler pratiquement l'ensemble des populations. Alors que lorsque les populations choisissent leur gouvernant au niveau de la base, c'est ça même on parle du développement à la base. C'est là les populations décident parce que la démocratie à la base c'est à partir de là. Mais si le pouvoir refuse de ne pas organiser les élections locales, si le pouvoir refuse en guyant que bon ok on n'a pas encore délocalisé, on n'a pas encore géographiquement positionné les pions, on n'a pas les bâtisses pour essayer d'organiser ça avec des arguments qui en réalité ne tiennent pas. Les pays qui sont en avance sur nous aujourd'hui, vous prenez le Bénin, c'est la décentralisation.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas le moment pour l'opposition de mettre pression? Mais moi, actuellement, je dis que... Parce qu'on va attendre encore l'approche... Non, moi je dis, quand j'analyse la situation du Togo, je dis Dieu merci qu'aujourd'hui nous vivons dans un pays où le Togolais ou les Togolais dans l'ensemble est après tout un peuple docile. Parce que vous manifestez pour les réformes. Je me rappelle de la manifestation du 21 novembre 2014 dernier, où on demandait à ce que les réformes soient opérées avant la présidentielle. Vous avez vu la façon dont on a reprimé, les militaires ont reprimé. On a vu des chats un peu partout. Vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, est-ce que vous voulez qu'on continue pas à manifester parce que le pouvoir ne veut pas, ou c'est parce qu'on veut se taire? Je pense que c'est un choix. Ceux-là qui sont les premiers acteurs, nous sommes là, nous analysons. Ceux-là qui sont les premiers acteurs, après toute la politique, c'est une question de rapport de force. Voilà. Si vous arrivez à créer le rapport de force face à votre adversaire, je pense qu'à un moment donné, il serait obligé de laisser de l'Est pour faire évoluer les choses. Credo, conclusion sur la question. Sur la question, bien sûr, l'opportunité. Voilà, la question, de manière générale. Sur la question, c'est que les politiques, surtout ceux de l'opposition, doivent mettre tout le temps de ce mandat, gagner parfois profit pour réclamer, pour concrétiser la tenue des élections locales. Voilà, effectivement. Donc, ils doivent travailler là-dessus, parce que la gouvernance aussi, c'est à la base. Donc, il faut qu'ils puissent essayer de comprendre ce qui se passe, parce que les élections, en fait, ce n'est pas au sommet, c'est à la base que les choses se passent. Oui, voilà. Donc là, dans les grandes démocraties, c'est à la base. Dans les grandes démocraties, c'est ça. Donc s'ils s'endorment encore et ils attendent la veille de la prochaine présidentielle pour annoncer des choses, pour crier sur les toits, donc ils auront toujours des échecs et ils ne pourront jamais réaliser cette alternance qu'ils voudraient qu'on leur déclare. Voilà. Donc là, en termes de conclusion, je voudrais, en cette journée dominicale, demander au peuple togolais, aux citoyens togolais, de prier pour les riverains du tronçon, Colombe de la Paix, aéroport. Vous prêchez pour votre chapelle. Oui, qu'on prie pour les riverains là, qui sont menacés injustement, et surtout qu'on prie pour les responsables de la direction des affaires domaniales et cadastrales, parce que ces derniers en ont besoin pour une lucidité d'esprit. Voilà, juste une conclusion. Merci. Non, moi je veux quand même dire qu'au-delà de tout, lorsqu'on veut vivre dans un pays normal, à un moment donné, il va falloir également que le peuple arrive à jouer sa partition. Voilà. Si le peuple est là, muet, observe, je pense que la situation ne sera jamais changer ou être rose pour tout le peuple. Voilà, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous étions sur ce plateau avec Credo TT, journaliste et directeur des publications du journal Le Médium, et Justin Anani, journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau, chers invités. Avec un plaisir. Merci également à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir.